Bonjour à tous. Je m'appelle Aurore, je vis dans les Vosges, j'ai 40 ans. Je vis en couple avec un enfant de 5 ans. Je suis adhérente aux associations à victimes et on a eu notre dose. Je souhaite déjà remercier l'association À Tout Cœur pour nous donner la parole et de nous permettre de témoigner aujourd'hui, nous qui sommes ici, car on sait qu'il y a beaucoup de victimes qui sont cloîtrées chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc j'ai une forte pensée pour elles. Et une pensée spéciale pour Mélanie. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. J'avais de gros doutes quant à la rapidité de la création de cette injection, puis j'allaitais mon fils d'1 an et cela me posait question. J'y reviendrai plus tard. Je suis donc allée au centre de vaccination, que je qualifierais maintenant plutôt de centre d'empoisonnement, où aucune vigilance et aucun consentement éclairé n'ont véritablement été appliqués avant d'effectuer l'acte d'injecter. Suite aux 2 injections Pfizer, en juillet et en août 2021, j'ai subi des symptômes et douleurs intenses. Je n'avais jamais connu cela. Je me suis demandé si je passerais les premières nuits. J'ai senti des douleurs atroces au point d'injection, des sensations de brûlure de tout le corps, des vertiges, des palpitations, des essoufflements, des démangeaisons, des troubles digestifs et bien d'autres. Et dont malheureusement, beaucoup sont encore présents aujourd'hui. Étant sportive, les semaines suivantes, j'ai senti mes capacités diminuer, l'épuisement s'intensifier, l'essoufflement et les douleurs musculaires m'assaillir, le brouillard cérébral et mon immunité complètement affaiblie. Mon passe sanitaire périmé en février 2022. La médecine ne pouvait pas m'aider face aux séquelles des 2 premières. Il fallait faire la 3e. Je ne voulais pas y retourner. Je ne le sentais pas du tout et j'en ai pleuré. Finalement, une infection Covid en janvier 2022 m'a évité la 3e. J'ai eu toute la panoplie de symptômes possibles et en plus une perte de goût et d'odorat, partiellement rétablie 4 ans après. Au fil des mois, l'épuisement était devenu ingérable. Des vertiges, des maux de tête intenses, des troubles visuels, des douleurs au cœur, des essoufflements, des troubles digestifs accentués, des insomnies. Je ne pouvais plus du tout m'entraîner et c'était un calvaire d'aller travailler. Mais je m'accrochais, encore et encore. En juin 2022, lors d'une consultation chez le médecin, j'ai été envoyée aux urgences pour suspicion d'AVC. Maltraitée et méprisée, mes proches n'ont reçu aucune nouvelle pendant plus de 16 heures. L'IRM cérébral réalisé n'a montré que des valeurs dans les limites de la normale. Le compte-rendu mentionnait juste un contexte de fatigue. En novembre 2022, je suis passée par le centre Covid long à Nancy. Le rendez-vous a été désagréable, aucune réponse. Si ce n'est que mes troubles neurologiques ne nécessitaient aucune investigation. Quand j'évoque au médecin de réadaptation l'impossibilité de marcher 200 mètres pour aller chercher mon enfant à la crèche, il me somme de marcher 30 minutes par jour, selon les recommandations de l'OMS. Je suis dépitée et désespérée. En février 2023, grâce à un membre de notre famille, je passe un TEP scan cérébral métabolique à Marseille. Il révèle des hypométabolismes de différentes zones du cerveau, retrouvées typiquement dans le Covid long. Mais la question c'est pourquoi le moindre petit effort me met dans un état pitoyable, alors qu'avant je pouvais faire 50 km de VTT. La réponse tombera en avril 2023, en consultant un médecin interniste sur Paris, et le diagnostic d'encéphalomélite myalgique post-injection Covid, aggravé par l'infection Covid, est posé. Pour vous expliquer simplement, c'est une maladie neuro-immunitaire grave qui touche 1 million de personnes en France, mais toujours non reconnue. Elle est incurable, invalidante, caractérisée par un épuisement massif et une intolérance systémique à l'effort, aussi bien physique que cognitive. J'ai aussi été diagnostiquée pour un syndrome d'activation mastocytaire qui peut conduire à des réactions allergiques graves, très graves, voire à la mort. Une hypersensibilité chimique multiple
qui oblige à être très vigilant au niveau des traitements médicamenteux. Un Doliprane peut me causer des troubles neurologiques importants. Maintenant, ma vie est très compliquée. J'ai adopté le bâton de marche et le fauteuil roulant si nécessaire pour me déplacer. Fini le VTT, le ski de fond, les treks en montagne avec bivouac sous tente. Pour faire simple, j'ai 30% à peu près d'énergie dans ma batterie au lever le matin, et elle baisse vite avec peu d'activité. Le repos allongé sans stimulation entre 3 heures et 6 heures par jour ne suffit pas toujours à faire remonter la batterie. Et au moment où la batterie est vide, c'est le malaise post-effort, qui cloue au lit pendant des heures, des jours, des semaines, avec une exacerbation des symptômes et des douleurs indescriptibles. Un peu comme un état de coma, dans un corps qui aurait fait un marathon et ingurgité une bouteille de vodka. Je ne vous le conseille pas. Pour se stabiliser et ne pas s'aggraver surtout, j'utilise le pacing, donc une alternance d'activité et de repos régulier dans la journée. Un régime alimentaire plutôt strict, éviter les substances chimiques, se protéger des ondes électromagnétiques, utiliser les médecines douces pour un peu se soulager, et bon nombre de compléments alimentaires. Actuellement, je suis reconnue en invalidité catégorie 2 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% par la MDPH. Une auxiliaire familiale financée par la CAF m'aide au ménage et au linge. Je ne peux pas rester seule une journée avec mon enfant. Heureusement que ma famille est présente. Dernièrement, j'ai eu un retour de ma déclaration pharmacovigilance pour 3 de mes pathologies. Il en ressort des scores élevés en termes d'imputabilité. Pour faire simple, il y a une très forte probabilité pour que les injections expérimentales aient un lien direct avec le développement de mes pathologies actuelles. Ce résultat positif m'amène en ce moment à constituer un dossier avec l'aide de l'association CADGEP, représentée par Elsa Rullière, pour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de manière rétroactive. Certes, j'ai été licenciée pour incapacité à mon poste par mon ancien employeur, mais il faut savoir que les médecins et les employeurs ignorent que les complications liées à la vaccination anti-Covid dans le cadre d'une obligation professionnelle suit la logique générale des accidents du travail ou maladies professionnelles provoquées par les agents biologiques ou les actes de prévention. C'est important de faire valoir ses droits, autant pour soi, car c'est plus intéressant que l'invalidité, et aussi histoire que ça freine les envies de notre gouvernement ou autre instance de santé d'instaurer de nouvelles obligations vaccinales pour les professionnels de santé et assimilés. Pour terminer, le constat est le suivant en France. Bien que nous soyons nombreux à avoir des retours positifs de la pharmacovigilance, qui se charge de monter les données à la SNM, donc l'Agence nationale du médicament, celle-ci n'a toujours pas posé d'alarme sur ce produit inefficace, nocif, voire mortel. Aucune reconnaissance de l'État. Et il est toujours en vigueur dans la dernière campagne de vaccination qui a commencé le 14 octobre 2025. Et tranquillement proposé en même temps que la grippe. C'est un scandale. Une insulte pour les victimes décédées et leurs familles. Pour les victimes gravement malades et handicapées et leurs proches aidants. Et que dire de la recommandation faite pour les personnes fragiles et les femmes enceintes? Alors que pendant des décennies, il était formellement déconseillé toute vaccination ou prise de médicaments pendant la grossesse. J'en reviens aussi à mon cas. J'allaitais mon fils d'1 an quand j'ai reçu les 2 injections. J'ai évidemment posé la question au médecin du vaccinodrome à l'entretien préalable concernant les précautions à prendre par rapport à l'allaitement. Il m'a répondu « Aucun souci, vous pouvez y aller ». J'ai remarqué dès le soir qu'il refusait totalement le sein du côté injecté. Je tirais mon lait, il avait une drôle de couleur, presque verdâtre. Pendant plusieurs mois, ce sein s'est amaigri drastiquement, sans cause médicale reconnue. Quelques semaines après les 2 injections, mon fils a commencé à développer des troubles du comportement à la crèche. Puis une immunité diminuée, enchaînant les otites chroniques avec perte d'audition. Et puis vous imaginez les conséquences avec des nounous qui ont porté le masque jusqu'en avril 2022.
À l'école, cela a continué. On a vu la psychologue scolaire, l'infirmière de la PMI, et j'en passe. Les conséquences de la période Covid pour le développement de nos enfants ont été ignorées. Elles sont encore niées aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, mon enfant a de belles améliorations, grâce notamment à des traitements de fond prescrits par un médecin généraliste homéopathe. Mais cela reste fragile. Vous pourrez parler de coïncidence. 5 études scientifiques confirment le passage de l'ARN messager du vaccin dans le lait maternel au cours de la première semaine suivant l'injection. J'espère que l'empoisonnement pour lui a été temporaire, parce que j'aurai toujours ce poids sur le cœur, et je lui demande pardon. Aussi, dans le livre d'Hélène Banoun, La science face au pouvoir, il est évoqué que la FDA, donc c'est la Food Drug Administration, donc c'est l'équivalent de l'ASNM en France, savait que l'ARN messager vaccinal passait dans le placenta et le lait maternel dès février 2021. Donc je vous invite, femmes enceintes ou allaitantes, à vous informer, à poser des questions à vos médecins et injecteurs. Sachez cependant qu'encore aujourd'hui, après plus de 5 ans d'inoculation de ce produit expérimental, aucune nomenclature n'existe. Vous n'avez pas de notice. Donc il est impossible de connaître les risques encourus à court, moyen et long terme pour vous et votre bébé. Je terminerai par nos choix actuels de santé comme de consommation en lien avec le respect du vivant feront le monde de demain. Prenez soin de vous, prenez soin des générations suivantes. Merci à tous.